Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Comme la dernière fois, on va faire une sorte d'analyse. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé au cours de la réalisation de ce décor que j'ai fait en live sur Twitch, comme la dernière fois. C'est une sorte de breakdown ou de making of, vous appelez ça comme vous voulez. Je vais vous parler des astuces principales, du moins des techniques que j'ai utilisées. Donc là, dans un premier temps, vous voyez que ce que j'aime bien faire, c'est positionner la caméra et faire une sorte de layout très global en donnant une forme spécifique aux objets pour définir par exemple le sol, pour définir le positionnement des objets. Et ça va vous aider à définir comment doit être positionnée la caméra, quelle ambiance vous voulez obtenir sur votre image. Et vous voyez que là, j'ai pris une image de référence pour m'aider un petit peu. Alors, c'est un petit peu traître, je trouve, de partir d'une image de référence. Il faudrait en avoir un petit peu plusieurs pour mélanger les styles, parce que sinon, vous allez avoir tendance de copier précisément l'image que vous avez sous les yeux, et je trouve que c'est un petit peu dommage, ça bride un petit peu la créativité. Donc la plupart du temps, moi, ce que j'aime bien faire, c'est prendre plusieurs images de référence pour avoir différentes propositions, entre guillemets, sur lesquelles je vais pouvoir m'inspirer pour avoir une image vraiment personnelle et propre à ce que je veux faire. Donc là, vous voyez, cette image m'a surtout servi pour la modélisation de la route, pour savoir comment était effectuée la transition entre la route et le désert qu'on a sur le côté. Vous voyez que par moment, je vais utiliser une autre image. Ça me permet également de voir le paysage dans la globalité, parce que c'est vrai que si on n'a jamais été dans ce genre de paysage, c'est assez difficile de l'imaginer par nous-mêmes. Donc là, ça nous permet d'avoir déjà un premier abord sur la colorimétrie, sur plein de petits trucs comme ça. Et du coup, ça c'est pas mal. Dans la petite aparté, je répondais à des questions en direct des personnes qui me demandaient comment on faisait pour aligner certains points sur une topologie dans Blender et tout. Donc c'est totalement externe à la réalisation. Mais voilà. Du coup, j'ai des images de référence la plupart du temps. Ce que j'aime bien, c'est en utiliser plusieurs. Ça me permet vraiment de mélanger un petit peu toutes les inspirations. Et hop, là on est retourné sur le décor. De mélanger toutes ces inspirations. Comme d'habitude, j'utilise le plugin Landscape qui est présent par défaut dans Blender et qui permet d'obtenir des choses de manière très efficace et très rapide en jouant sur les paramétrages. Donc vous avez des presets, donc par exemple pour obtenir une montagne, pour obtenir un canyon, pour faire plein de choses, vous avez des presets qui sont faits par défaut. La plupart du temps, moi je mets très peu de subdivision au premier abord pour avoir une première topologie que je vais ensuite venir retravailler. Donc là, par exemple, les montagnes que je vais utiliser, elles ne sont pas beaucoup définies. Je vais ensuite rajouter du Subdivision Surface par-dessus et également du Displacement, la plupart du temps avec une texture de type Noise, très petite pour rajouter du détail par-dessus. Donc, la première passe avec le plugin, ça nous permet d'avoir une topologie globale qu'on pourrait soit modéliser à la main avec du Proportional Editing, avec du Sculpt ou tout simplement tout faire avec du Displacement. Et ensuite, je viens rajouter du détail avec le Displace. Donc très important ce que je fais depuis le début, donc je l'ai fait au tout début, peut-être que vous n'en êtes pas rendu compte, c'est que j'ai créé un vertex group de la route. Donc ça va me servir pour plein de choses. Quand vous avez un élément constitué de plusieurs sous-éléments, entre guillemets, ce que je vous conseille, c'est de sélectionner ces éléments-là et de les rajouter dans un groupe de vertex. Ça sera beaucoup plus pratique pour le sélectionner, pour ajouter des matériaux par-dessus, pour ajouter du weight painting, pour faire plein de choses. Donc là, la modélisation assez rapide en soi d'un poteau électrique. Vous allez voir que la difficulté, c'était de lui faire suivre une courbe tout le long de la route. J'avais différentes contraintes, je ne savais pas trop s'il fallait que les poteaux électriques soient tout le temps orientés en Z à 90 degrés. Du coup, tout le temps de manière perpendiculaire, si ça devait suivre un petit peu l'orientation de la route, les gens dans le chat me disaient « Mais non, c'est pas possible, ça suit forcément la route ». D'autres disaient « Mais non, c'est impossible, ça peut pas suivre la route, sinon ça tomberait ». Donc j'ai fait un mix des deux. Au final, sur le point de vue caméra qu'on a au début et qu'on va garder tout le long de la vidéo, il n'y a pas trop de changements, ça se voit pas des masses, donc pas de souci à ce niveau-là. J'ai utilisé du coup tout en non destructif, c'est-à-dire que j'ai collapsé l'intégralité de mon poteau en un seul objet. Et ensuite, j'ai utilisé différents modifiers, donc le curve pour faire suivre la courbe à l'objet. Là, vous voyez, j'ai des petits soucis d'affichage, ça venait tout simplement de l'échelle qui était très grande et du coup, il fallait que j'applique l'échelle pour que le shade smooth se fasse correctement sur les objets. Donc ça également, c'est une technique que je m'étais pas forcément heurté à ce problème avant ce projet, mais là, vu que c'était quelque chose vraiment à grande échelle, quand vous avez des très grands objets qui dépassent la dizaine de mètres ou autre, Blender a tendance à vous faire des affichages un petit peu bizarres, notamment dans la vue 3D. Donc un clic droit Shade Smooth ne suffit pas, il faut faire un CTRL A Scale pour appliquer l'échelle, sinon le Shade Smooth se fait sur l'ancienne échelle. Donc là, vous voyez que je vais positionner un petit peu mes poteaux tout le long
de ma courbe avec un modifier Eurer comme on va sur la droite, ainsi que Curve pour faire sur la courbe. La courbe, comment je l'ai générée? J'ai tout simplement pris une ligne sur mon plan que j'ai séparée et que je convertis en curve. Donc là, un petit peu long parce que je dois faire des extrudes à la main reliant poteau par poteau. Et ensuite, vous allez voir que je vais convertir tout ça. Enfin, pas convertir, mais subdiviser tout ça en mettant des points au milieu. Et ça va me permettre de faire une courbe vers le bas entre chaque poteau. Vous voyez là, hop là, j'ai juste à adoucir et on obtient ceci. Je le convertis en curve, je rajoute un petit peu de bevel, ça va rajouter de l'épaisseur. Et on a nos jolis poteaux qui apparaissent. Donc là, c'était, je pense, la fin de la première soirée. En tout, le timelapse, la réalisation de ce décor, je crois que ça a duré 6 à 7 heures. Donc c'était quand même assez lent, c'était beaucoup plus long que l'ancien. L'ancien, c'était vraiment quelque chose d'assez rapide. Là, vous voyez que je rajoute encore un petit peu de displace sur le sol, avec des cailloux que je viens projeter un petit peu partout. Déjà, pour me rendre compte des proportions, des volumes, donc ça, c'est assez intéressant. Vous voyez que je fais 2 types d'instances. Toujours, vous voyez, les groupes, très importants. Ça va me permettre de projeter sur la route des petits gravillons et à l'extérieur de la route, des rochers un petit peu plus épais, un petit peu plus conséquents en termes de volume. Et voilà. Donc toujours le système de scattering de Blender qui est assez bien fait en soi. Ça fait ramer un petit peu la vue 3D. Hein. La vue 3D, forcément, si vous lui affichez 400 000 particules, il ne va pas aimer. Mais pour le rendu, c'est assez bien optimisé parce que ça se rend très vite. Et surtout, c'est un système d'instanciation. Donc en ce qui concerne la RAM, ça ne va pas vous bouffer autant de RAM de mettre 500 particules instanciées. Contrairement à si vous aviez 500 particules toutes indépendantes, alors là, par contre, il vous faudrait clairement 128 Go de RAM au minimum. Donc là, on n'a pas eu ce souci-là. Vous voyez différents types de cailloux. Ça me permet également de travailler un petit peu mon éclairage, ça mine de rien. Pourquoi? Parce que en fonction de ces volumes-là, ça nous permet de voir si le soleil est assez zénithal ou au contraire s'il est rasant. On va avoir des projections de lumière différentes et ça peut être assez intéressant. Tant que j'y pense, je vois la vue 3D avec des petits affichages qui bug un petit peu. Donc ça, vous pouvez régler le clip-in. Vous voyez juste en haut dans View, vous avez Focal Length, Clip Start, Clip End que j'ai mis à 3369 mètres dans le View tout en haut à droite de ma vue 3D. Ça, c'est indispensable quand vous faites des décors parce que sinon, ça va venir vous couper les éléments qui sont affichés dans la vue 3D. Je m'explique. Le clip-in, c'est le point de départ et le point d'arrivée de ma vue 3D ou de ma caméra. Donc si j'ai un clip-in allant de 1 à 100, tout ce qui est plus proche de 1 mètre comparé à mon point de vue ne va pas être affiché, et tout ce qui est au-delà des 100 mètres ne va pas être affiché également. Donc c'est très important de gérer le clip-in. Ok? Donc là vous voyez on est toujours sur le scattering, ça va être une grosse partie du travail. Hein, parce que pour un décor comme ça, en fait la difficulté c'est d'arriver à avoir quelque chose qui est assez réaliste en termes de proportion d'éléments déjà. Donc ça c'est assez difficile. Et également en termes de disposition d'éléments. Ok? Parce que faire des rochers, faire des arbres, faire des petites méandries et tout, c'est pas très compliqué, notamment avec le plugin qui permet de générer automatiquement de la végétation avec plein de paramétrages dynamiques. Donc ils sont vraiment très bien d'ailleurs. Mais ensuite, on est obligé de mettre tout ça dans un système de particules. Donc la plupart du temps, la technique que j'utilise, c'est qu'à partir de la même instance, donc du même arbuste, on va dire, ou de même... des petits il y a des petits soucis là de stream, c'est normal. Des fois quand il y a une surcharge de l'encodage, hop là, il y a Twitch qui coupe les trucs. C'est pas très grave, c'est pour ça que ça fait un truc avec plein de couleurs. À partir d'une même particule, donc par exemple des brindilles, on va pouvoir changer sa taille, donc soit avec le random scale, ce qui va faire vraiment une échelle automatique un petit peu sur l'intégralité du décor, soit sinon on fait quelque chose de pleinement assumé et on va dire à cet endroit-là de mon décor, je veux des particules plus petites, à cet endroit-là, je veux beaucoup plus grand. Donc moi, j'ai un petit peu triché dans le sens où je mettais des choses beaucoup plus grandes proches de la caméra. Comme ça va me permettre d'en mettre un petit peu moins. Parce que forcément, si vous mettez des éléments très petits pour couvrir une surface, il en faut beaucoup plus. Il faut beaucoup plus de particules. Alors que si vous avez quelque chose d'un petit peu plus grand, vous pouvez vous permettre d'avoir moins de particules à cet endroit-là. C'est ce que j'ai fait un petit peu pour les rochers. Donc les rochers... Soit je les mets très grands en fond si je veux vraiment combler l'espace, mais surtout quand ça va être proche de la caméra, mais je vais les grandir un tout petit peu, ce qui n'est pas forcément réaliste, hein, mais ça permet d'optimiser les ressources. Donc j'aurais pu en mettre beaucoup plus des petits comme je disais tout à l'heure, mais c'est pas le choix que j'avais pris ici. Donc là vous voyez on est toujours sur le système de scattering, l'ajout de l'HDRI qui va être très important, parce que pour un éclairage réaliste, la plupart du temps, moi ce que j'aime bien faire, c'est à la fois mélanger un sky texture avec une texture HDRI, voire rajouter également des éléments en volumétrique dans le ciel qui vont venir projeter une ombre sur le sol.
Donc ça, c'est quelque chose de très important. Je sais même plus si je l'ai fait sur ce décor-là, mais c'est quelque chose que je fais de temps en temps. Parce que c'est réaliste d'avoir une ombre de nuages qui est projetée sur le sol, ça rajoute un petit peu de vie, et ça nous permet de voir qu'on n'a pas une image derrière qui a été rajoutée comme ça, un petit peu balancée, de manière un petit peu brutale dans notre environnement. Donc pour le sol, j'ai pas trop travaillé le matériau, je vous avouerai. Pourquoi? Parce que le sol, on le voit quasiment pas. Il y a tellement d'éléments, il y a tellement de rochers, il y a tellement d'herbes qu'au final, ce sol, on va pas voir beaucoup sa couleur. Vous verrez qu'à la fin, je vais carrément utiliser une texture qui va venir rajouter un petit peu en termes de réalisme et qui va nous éviter de faire tout ça en procédural. Voilà. Mais c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup travaillé parce qu'au final, il ne se voit pas. Donc ça, c'est un conseil aussi que je peux vous donner. Essayez d'optimiser les ressources en termes de temps de travail là où vous voulez un résultat concret. C'est-à-dire que si on sait très bien qu'au sol, j'aurai pas de vision directe avec la texture du sol parce qu'il sera à chaque fois comblé soit par des éléments, soit par des arbres, soit par des rochers, soit par d'autres éléments, on va pas s'embêter. Donc là, vous voyez, j'essaie de faire des petits galets, donc c'est des tests, hein. J'essaie de faire des galets pour voir ce que ça donne. J'étais pas convaincu, donc vous voyez que je passe pas mal de temps sur ça, mais au final, je vais revenir à un truc beaucoup plus simple. Là, j'essaie de faire des variations sur les particules, mais j'étais pas satisfait. J'étais pas satisfait en fait. J'aurais aimé des petits rochers. Au final, je vais prendre les mêmes rochers que j'ai utilisés dans le reste de ma vue 3D, mais je vais réduire l'échelle. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La plupart du temps, avec une même particule, en changeant son échelle, on peut obtenir des résultats totalement différents. Donc là, ça m'allait pas du tout. J'essayais de faire des trucs un petit peu plus sombres. Ça allait pas. Donc j'aurais peut-être pu garder cette technique-là et le mélanger avec d'autres types de rochers. Ça met également peut-être de la texture du sol qui était pas top et qui pouvait également induire en erreur. Donc je vais faire plein de paramétrages à ce niveau-là. Pour optimiser également, ce que j'ai fait, c'est que j'avais fait une zone en weight painting proche de la caméra et qui ne s'étend pas à l'extérieur, parce que ça c'est également quelque chose qui est très intéressant, c'est que par défaut Blender, si vous peignez un plan qui est externe à la caméra, mais il va pas s'embêter, il va quand même projeter des particules là-dessus. Alors que tout à l'heure, je sais pas si vous avez vu, j'ai peint avec une sorte de triangle suivant le point de vue, le FOV de la caméra, et ça me permet de dire à Blender, je veux des particules ici, mais ce qu'à l'extérieur, tu m'en mets pas, et du coup, il va pas s'embêter à calculer des particules là où ma caméra ne va jamais filmer. Donc ça permet d'optimiser le rendu, ça marche pour une image fixe, mais dès que vous faites de l'animation, forcément, on est un petit peu embêté. Donc là, j'avais fait très rapidement un matériau de route, vous verrez que par la suite, on le fera dans Substance Designer, qui est beaucoup plus puissant. C'est juste pour me donner une vision globale de mon environnement. Donc l'éclairage et tout n'allait pas, c'est pas très grave, il faut surtout s'attarder à la topologie, à la disposition des éléments. C'est ça aussi qui est difficile quand on est dans l'étape de modélisation, c'est qu'il faut arriver à se détacher du rendu visuel. Vous voyez là, j'ai fait un rendu d'occlusion qui rendait assez bien, je trouve, en termes de positionnement d'éléments. Donc il faut arriver à se détacher de la représentation des matériaux pour s'attarder sur la disposition des éléments, pour voir si déjà ça nous va, avant de continuer à faire les matériaux. Parce que si on commence à faire des matériaux sur des choses qui ne vont pas en termes de topologie, on va potentiellement faire des allers-retours, et ça peut être top. Ok? Donc vous allez voir que là, on est toujours dans la partie modélisation, du moins réalisation de l'environnement. Je fais un petit peu de paint-over pour savoir comment réaliser tout ça. Je me réfère aux images de référence et je vois que la plupart du temps, dans le désert, on a des chances un petit peu plus sur les tons de rouge. Donc je vais essayer de faire une sorte de dégradé sur les objets avec du SSS. Mais au final, je n'avais pas gardé ça. Je n'avais pas gardé ça parce que ce n'était pas la colorimétrie que je voulais obtenir dans mon rendu final. On avait des choses beaucoup trop rouges, j'aurais peut-être dû désaturer. Il y a plein de choses qu'on peut modifier, c'est ça qui est vraiment bien. Et le côté négatif, c'est qu'une fois qu'on a fait le rendu, qu'on est satisfait, on se dit en fait, j'aurais pu faire ça comme ça, ou j'aurais pu faire ça comme ça. Et on a plein de possibilités qui s'offrent à nous. Et si vous êtes un petit peu comme moi, au final, le décor sera jamais terminé. Donc j'aime bien me poser une limite et me dire, ok, ce décor, on y passe par exemple 6 heures pour le réaliser, j'ai 2 heures pour corriger les détails, et à la fin, si je suis satisfait du résultat, je passe à un autre projet, sinon je pourrais travailler 50 heures dessus, et ça n'en terminerait jamais. Donc bien évidemment, avec l'éclairage, avec des nouveaux matériaux, avec surtout l'éclairage joue beaucoup. Ouais. Vous pouvez avoir des ambiances totalement différentes. Là vous voyez, j'avais une sorte de SSS qui rendait assez bien, ça faisait un côté un petit peu rouge sur les éléments. Moi j'aimais bien, mais on sortait un petit peu de la charte de la colorimétrie que je voulais obtenir sur cette image. Mais la plupart du temps, quand vous faites des végétaux, rajouter du SSS, c'est quelque chose qui va rajouter un réalisme. Pourquoi? Parce que vous allez avoir une sorte d'absorption de la lumière. Donc c'est ce que j'ai utilisé, même pour ce qui est un bois très fin. Hein. Enfin, c'est pas vraiment du bois, mais pour ces brindilles. Voilà, pour ces tiges de végétation très fines, j'ai mis un tout petit peu de SSS avec une absorption de la lumière et ça permet d'obtenir quelque chose de plus réaliste en termes de rendu.
Donc là, on se retrouve maintenant dans Substance Designer, qui est un logiciel qui à la base a été créé par une entreprise française, si tu as Clermont-Ferrand, qui s'appelle Algorithmic, qui était une très bonne entreprise et qui a revendu le logiciel à Adobe récemment, il y a quelques mois / années. Et voilà, donc c'est un logiciel qui est payant, vous l'avez dans des abonnements Adobe, vous pouvez payer une licence de manière permanente en allant sur Steam. Donc moi, j'ai pris l'abonnement à l'année, je crois que c'est $200, je crois. Et dedans, vous avez 3 logiciels, vous avez Substance Designer, Substance Painter, Substance Stager. Et Designer permet, pour ceux qui ne connaissent pas, de générer des matériaux de manière procédurale, un petit peu comme on fait dans Blender, mais là, c'est beaucoup plus poussé quand même. C'est un logiciel qui est fait pour ça en fait, et du coup qui est extrêmement poussé sur la génération procédurale. Vous voyez que c'est le même système que dans Blender, c'est-à-dire que vous avez des entrées, des inputs, qui peuvent être des générateurs, qui peuvent être des textures, qui peuvent être des variables, qui peuvent être plein de choses. On a au milieu des traitements, des modifications, donc ça peut être des blends pour mélanger les textures, ça peut être des levels pour changer un petit peu le niveau de ces textures-là, et on a des outputs. Donc les outputs, ce sont les textures qu'on va venir importer après coup dans un logiciel comme Blender, comme 3ds Max, comme Unreal Engine, ce que vous voulez. Donc le but de Substance Designer, c'est d'arriver à la sortie en exportant différentes textures de type PBR, c'est-à-dire qu'on va avoir une base color, on va avoir une normale, on va avoir une roughness, une métallique, etc., etc. Donc là, vous voyez que j'ai déjà commencé à faire un goudron. Ensuite, avec un générateur de type line, je crois que ça s'appelle à peu près comme ça, on va pouvoir générer 2 lignes au milieu de ma texture. Donc là, toujours les références où je viens sélectionner, je viens piquer tout simplement les couleurs pour avoir quelque chose qui se rapproche le plus possible à ce que j'ai sur une image de référence. Donc c'est un jaune un petit peu orangé. Et vous voyez qu'on peut même créer des groupes dans Substance Designer pour un petit peu mieux s'organiser, parce que là, vous allez voir qu'à la fin, le système nodal, il est quand même assez costaud. Ouais. Quand même assez costaud, je crois que j'ai, je sais pas, peut-être 100 nodes différentes. Donc si vous ne créez pas des groupes, c'est assez difficile de s'y retrouver. C'est assez difficile de s'y retrouver. Donc l'avantage, c'est que ces groupes, une fois qu'on les a créés, on peut facilement les dépasser. Et surtout, une force également de designer, pour ceux qui utilisent Unreal Engine par exemple, c'est qu'il existe un bridge qui permet de marquer des éléments, marquer des attributs que l'on va pouvoir modifier ensuite en temps réel lorsqu'on va réutiliser cette substance qu'on peut exporter en format SBSR ou autre. Également, si vous utilisez Substance Painter, vous pouvez importer cette substance et par exemple, très, très simple, hein, j'aurais pu marquer l'opacité des lignes jaunes en tant qu'attribut et en temps réel, en allant dans Painter ou en allant dans Unreal Engine, j'aurais pu jouer sur cette opacité sans avoir à exporter différentes textures. Ok? Donc ce sont des attributs qu'on va venir marquer et qu'on va pouvoir définir manuellement et surtout modifier directement dans les logiciels. Donc là, vous voyez que j'exporte tout ça dans Blender et j'étais un petit peu déçu par le résultat. Le résultat me paraissait assez jaune, j'ai mis un petit peu du temps à comprendre. Je pensais que ça venait au début de ma colorimétrie, que ça pouvait venir de je sais pas, si j'avais mis un filtre, si j'avais changé le système de color management. En fait, ça venait de mon image HDRI, de mon éclairage qui n'était pas bon. Il n'était pas correct, il était vraiment sur des tons jaunes en termes de colorimétrie. Du coup, ça me jaunissait un petit peu toute mon image. Donc pour corriger ça, j'ai changé un petit peu en faisant un overlay avec du bleu de mon image HDRI, pour rajouter une couleur un petit peu plus bleutée. J'ai rajouté également une petite color correction directement dans mon shader editor de type world et également après coup dans mon compositor, j'ai changé un petit peu la colorimétrie pour obtenir quelque chose d'un petit peu plus bleuté, du moins quelque chose, alors pas vraiment bleuté comme je faisais dans le rendu précédent, quelque chose qui est assez jaune quand même pour rappeler le côté désert, mais avec quelques contrastes un petit peu bleutés sur les tons assez bas pour rajouter cette couleur que j'aime bien. Là, je rajoute un petit peu de volumétrique pour ajouter un côté un petit peu désert avec du sable. Donc ça, c'est assez bien. C'est ce que je vous conseille quand vous avez notamment des décors qui sont assez grands. La plupart du temps, tout ce qui est lointain ou tout ce qui va avoir une altitude assez élevée, j'aime bien rajouter du volumétrique. Ça va absorber de la lumière. Ça coûte un petit peu en termes de calcul, mais ça permet d'obtenir quelque chose qui est assez sympa. Là, vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, qu'au final, sur le sol, j'ai fini par mettre une texture qui se répète très facilement. Le timing est vraiment pas bon. Mais vu qu'on a plein d'éléments qui viennent recouvrir tout ça, on le voit pas forcément. Ok, on voit pas forcément qu'il y a une répétition. Et du coup, ça c'était exactement ce que je voulais. Donc là, vous voyez, je fais plusieurs tests d'image HDRI. En fait, ce que j'ai fini par faire, vu que mon image d'avant me plaisait en termes de visuel, mais pas en termes d'éclairage, c'est que j'ai carrément coupé, je me suis mis en transparent dans le film du rendu, comme ça, je ne vais pas voir l'image HDRI qui va s'afficher. Et en fait, j'ai une incohérence, on peut appeler ça comme ça, entre le rendu visuel parce que j'ai une certaine image, on va appeler l'image A,
qui va me servir pour l'éclairage, mais en compositing, je vais rajouter l'image B en fond. Donc c'est une petite triche, donc bien sûr, il faut faire en sorte que les deux images soient cohérentes en termes de rendu. On ne peut pas faire un éclairage avec un coucher de soleil, et ensuite afficher un HDRI avec un soleil pétant à 4 heures de l'après-midi. Ça ne matcherait pas, bien évidemment. Mais voilà, on peut tricher un petit peu comme ça, sachez-le. Donc comment j'ai procédé? Techniquement, j'ai tout simplement créé deux scènes. Donc j'avais une scène où j'affichais mon rendu en coupant l'image HDRI, en termes de visuel, mais qui servait quand même en termes d'affichage. Et ensuite, j'avais une autre scène qui, elle, faisait uniquement, je dis bien uniquement, le rendu de mon image HDRI. Et ça me permet du coup d'obtenir le résultat qui va arriver assez vite. Alors si je bouge un petit peu, vous voyez, il reste 5 minutes à la composition. Là, vous allez voir que c'est relativement du détail, hein. C'est beaucoup de color correction. Il me reste encore les matériaux sur les piliers, je viens de me rendre compte. Mais c'est quand même beaucoup de color correction, soit dans le shader editor, soit dans le compositor. La plupart du temps, quand on fait les matériaux, on essaie de voir comment ils réagissent avec un éclairage relativement neutre. Ça nous évite de faire justement cette modification à deux niveaux, à la fois dans le shader editor et à la fois dans le compositor. Donc, la plupart du temps, une fois qu'on est satisfait de notre matériau avec un éclairage qui est assez générique, on peut faire le rendu et modifier les tonalités directement dans le compositor. Parce que si on le modifie directement dans les matériaux, ben on vient toucher de manière directe le matériau dans sa structure, et ça c'est pas bon. On préfère le faire dans le compositor, comme ça en plus ça a une application sur l'intégralité de la scène. La plupart du temps c'est assez pratique parce que ça va avoir pour effet de rajouter une cohérence sur tout ça. Donc là les matériaux qui étaient assez simples sur les poteaux électriques, donc c'était du bois avec un petit peu de métal. Le bois c'est une texture que j'ai récupérée sur CSAO Texture, qui est un site qui vous propose des textures totalement gratuites et libres de droit. En ce qui concerne le métal, c'est du 100% procédural. Donc voilà, fait avec Blender, avec du Musgrave et du Noise, un petit peu mélangé, et en touchant les paramétrages. Donc là j'hésitais à faire des rendus en 16/9 ou en 1.1. C'était vraiment la grande question de ce live. Beaucoup de personnes me disaient non, mais fais du 16/9, ça va rajouter vraiment un côté grand à ton paysage. D'autres me disaient non, justement, fais un rendu en hauteur. Bon, du coup, pour mettre tout le monde d'accord, j'ai fait du 1.1. C'était l'entre-deux. Et c'était beaucoup plus facile pour poster sur les réseaux sociaux, du coup. Donc voilà, là vous voyez sur la montagne à gauche, j'ai rajouté un petit peu de détails avec différentes textures qui vont venir me rajouter de la normale. Et ça, vous voyez que de suite, ça rajoute beaucoup de détails. Un petit peu également je crois que je vais rajouter un modifier ou directement dans le matériau pour rajouter du displace. Les montagnes de gauche, j'étais assez satisfait du résultat. Bon, pas à ce moment-là, mais juste après quand je vais changer. Voilà, là j'étais assez satisfait du résultat. En termes d'éclairage, j'en avais vraiment une ombre projetée qui était vraiment cool. Mais par contre, les montagnes de droite qui étaient directement frappées par l'éclairage, j'étais un petit peu moins fan. Je trouvais ça trop clair, il y avait quelque chose qui allait pas. Alors là, vous voyez, j'ai changé, plutôt qu'aller dans la color correction et changer la couleur de ceci qui aurait impacté un petit peu toute mon image, j'ai directement modifié les matériaux pour obtenir quelque chose qui correspond à ce que je voulais avoir en termes de résultat. Là vous voyez un petit peu de subdivision, un petit peu de displace, pas besoin de faire ça dans les montagnes du fond parce qu'on les verra quasiment pas, mais dans les montagnes qui sont assez proches, j'aime bien rajouter du détail à ce niveau-là. Donc pourquoi on passe par du subdivision surface et par du displace? Parce que le subdivision surface a pour avantage d'avoir une valeur différente en termes de vue 3D et de rendu final. Du coup, ça permet d'optimiser votre vue 3D avec moins de poly. Et lors du rendu, on va avoir quelque chose de beaucoup plus qualitatif. Donc la color correction, vous voyez que je la fais tendre quand même relativement vers le jaune. Ah ouais, j'avais modifié. Alors cette route, c'est vrai qu'elle a posé souci. À chaque fois, je voulais un petit peu plus de sable, un petit peu plus de trucs par-dessus, rajouter. Là, je crois que j'avais rajouté des petits rochers blancs pour avoir des petites variations par-dessus que j'avais pas au début. Voilà, c'était plein de petites choses. Donc, comme je vous disais, éternel insatisfait. Ah non, c'était pour exporter en 8K parce que par défaut j'étais en 4K. Voilà. Donc c'était pour exporter en 8K et le résultat était quand même beaucoup mieux. Le résultat était beaucoup mieux. On s'approche de la fin, ne vous inquiétez pas, où on va parler un petit peu du rendu. Il reste 2 minutes à la vidéo et ensuite je vais vous montrer directement le rendu. Vous allez voir que ça va être beaucoup mieux. Voilà. Donc là, j'explique un petit peu, je modifie le principe de scattering. Particle system, je rajoute un petit peu de choses pour alimenter le bord de la route. Donc ça c'est quelque chose que j'aime bien faire également. Ça permet de rajouter des petits détails. Voilà, ça va rajouter des petits détails là-dessus. Et une fois que cela est fait, on va arriver au rendu final. Vous voyez qu'on peut
revenir beaucoup de fois sur quelque chose qui nous paraissait bien à la base. Là, vous voyez, j'étais assez satisfait du résultat, mais je me disais, et si je changeais ça? Et au final, je me disais, ah, c'est mieux comme ça. Et si du coup, je changeais ça? Ah, c'est pas mal comme ça aussi. Du coup, on s'en sort plus. On s'en sort plus, on est d'accord. Mais c'est ça la beauté de la 3D, c'est qu'on peut tout changer de manière assez rapide et voir directement le résultat que l'on a. Ok, donc en parlant de résultats, là vous voyez, j'avais fini mon rendu avec mon compositing, j'étais assez satisfait. Je crois que j'ai également fait un rendu en ambient occlusion pour voir ce que ça donne. Et ça c'est toujours bien quand vous postez un projet, de montrer ce que ça donne en ambient occlusion. Comme ça on a uniquement la topologie de votre décor, le positionnement des éléments. Et ensuite on affiche le rendu. Donc c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. Si on fait de la modélisation en Art Surface, la plupart du temps on met même également de l'affichage wireframe pour bien voir ce qui se passe en termes de topologie. Donc là, vous voyez, je faisais plusieurs tests de caméra. Est-ce que avec la distance focale, j'avais changé le FOV de la caméra, j'avais fait quelque chose en 5/9 et tout. Il y avait des choses que j'avais pas anticipées là sur l'image HDRI qui du coup faisaient totalement n'importe quoi. Mais au final, je me suis dit, ok, on va pas encore passer 2 heures là-dessus. On va dire qu'on est satisfait du résultat qu'on a obtenu, même s'il y a des choses qui sont améliorables, comme à chaque fois. C'est ça qui est aussi un petit peu difficile, c'est qu'à chaque fois qu'on fait un rendu, on se dit « Ah ouais, mais en fait, j'aurais pu le faire comme ceci, j'aurais pu le faire comme cela, là, j'aurais pu rajouter ça, là, j'aurais pu enlever ça. » Et on peut tout le temps améliorer la chose. On se retrouve de suite, on va voir le résultat final. Donc comme je vous disais, d'abord, j'aime bien faire un rendu en ambient occlusion. Donc là, vous voyez qu'on peut voir plusieurs choses. Quand je dis ambient occlusion, c'est pas tout à fait vrai parce qu'on a l'ambient occlusion, mais on a également l'éclairage qui est présent dans ma scène. Donc c'est plutôt un override de l'intégralité de ma scène. Donc ça, j'ai déjà fait une vidéo pour vous expliquer comment on fait. Et je dis à Blender, tous mes objets, peu importe les matériaux qu'ils possèdent, tu viens me rajouter par-dessus ce matériau-là. Donc là, c'est un matériau blanc cassé qui du coup vient venir overrider toutes les informations de la scène et on obtient ceci. Ok? Donc vous voyez que si on zoome, on a à peu près tous les détails de la scène. On peut voir comment vont réagir les éclairages, notamment sur les montagnes. Donc c'est ça qui m'intéressait, la projection sur la route, sur les différents éléments. Et une fois que j'étais assez satisfait de tout cela, j'ai pu effectuer le rendu final qui est ici. Voilà, je l'ai posté sur les réseaux sociaux si vous voulez le voir. Mais là, on a normalement une meilleure résolution. Donc voilà, c'est le rendu final. Il y a plein de choses qu'on peut améliorer. Notamment les rochers là. Alors j'ai regardé beaucoup d'images de référence et effectivement ce qui m'a surpris c'est qu'on a des sortes de gros rochers sur le bord des routes. Je sais pas comment ça se fait. Je sais pas si ça vient du fait qu'on ait du vent qui amène les rochers, qui vient se bloquer sur le bord de la route, qui est un petit peu en hauteur. Il y a plein de choses que j'arrive pas à expliquer, mais de ce que j'en ai vu d'image de rêve c'est ça. Donc j'ai essayé de rajouter un petit peu de végétation tout le long de la route pour faire un petit peu donner la sensation qu'on avait beaucoup de végétation qui poussait le bord de la route et un petit peu de moins en moins quand on s'écarte, même si au final je pense qu'en termes de densité, c'est pas mal. On aurait peut-être pu rajouter un petit peu plus d'éléments sur la gauche. Mais après, ça aurait peut-être fait vraiment trop de particules. Vous voyez les volumétriques en fond qui rajoutent, je trouve, un cachet assez sympathique. On a vraiment la sensation de hauteur et de distance. Donc ça, c'est dû à 2 éléments. La depth of field qui vient flouter un petit peu, par exemple, les montagnes qu'on a ici. Donc plus ça va s'éloigner, plus ça va être flouté. Ok. Et en plus, on a ici le volumétrique qui vient absorber la lumière et ça donne vraiment de la hauteur aux éléments. Là, vous voyez cette montagne, je trouve que ça rend bien parce qu'on a carrément le volumétrique ici qui vient la faire disparaître. Donc, on a vraiment la sensation qu'elle est très lointaine alors qu'au final, si on regarde la vue 3D, elle n'est pas si loin que ça. Ok. Donc voilà, c'est la composition finale. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous avez appris des choses. J'aime bien ce concept de vidéo où je vous explique un petit peu comment je fais des éléments ou des décors qui sont assez longs. Je peux pas faire. J'ai beaucoup de personnes qui me disaient ce serait bien que tu fasses un tuto sur comment faire un décor de cette sorte et tout. Ce serait quand même très long de faire ça. Dites-vous que en live, alors que je faisais que ça sans expliquer vraiment aux gens, ça m'a pris 7 heures je crois. Alors si je veux faire un tuto sur ça, pour tout expliquer, vous pouvez multiplier par 5 le temps. Ça ferait un truc vraiment, on aurait 35 heures de vidéo, ce serait très difficile de mon côté à mettre ça en place. Et également de votre côté, pour regarder 35 heures de vidéo, il va falloir s'accrocher, quoi. Donc même si on divise ça en plusieurs parties et qu'on fait une sorte de fil rouge, c'est quelque chose qui va durer peut-être un an. Un an pour faire ça, c'est... je pense que le format ne s'adapte pas à YouTube. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'insiste sur le fait...
que je lis tous les commentaires. C'est pas parce que je réponds pas à tout le monde, ça prend énormément de temps. Des fois, je mets juste un pouce ou un cœur pour dire que j'ai vu le commentaire, mais je lis vraiment tous les commentaires que vous laissez en bas, donc n'hésitez pas. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.